Voilà, donc maintenant on arrive toujours dans notre thème mercatique et marché, après avoir vu l'offre commerciale des entreprises, on va voir maintenant le prix, hein. Donc on est le produit, question 4 de gestion, le produit a-t-il un prix, hein, dans le plan de marchéage. Maintenant nous en sommes au prix, et donc on aborde les deux chapitres qui concernent les politiques de prix différenciées et la fixation du prix de vente. C'est un peu un gros chapitre, vous allez voir. Donc la diversité des politiques de prix. Donc, tout d'abord, on va voir des politiques de prix non différenciées. Alors, le prix unique, il consiste à proposer un même prix à un moment donné à tout consommateur pour un même produit. Voilà, dans les politiques de prix, on a le prix unique. Alors, par exemple, si vous allez chez Carrefour, vous achetez une serviette de Bintex 20 cm par 160 cm, il a 15 euros partout en France, que ce soit Carrefour Lyon, Marseille, Paris, etc. On a aussi un prix unique pour les livres, comme vous le savez, depuis même 85, hein, c'est avec la loi Lang. Les médicaments remboursés, c'est le même prix partout en France. Donc, vous voyez, un tarif unique, un prix unique. Alors, on peut moduler bien sûr ce prix unique. Soit on fait des réductions de prix, hein, des rabais, parce que le produit n'est pas conforme ou il y a des retards de livraison. Soit on fait des remises sur des quantités qui sont vendues sur une même vente, on vous fait une remise. On peut vous faire aussi des ristournes sur certaines périodes, ou on peut vous faire ce qu'on appelle des escomptes pour paiement anticipé. Alors là, les escomptes, si vous ne connaissez pas encore, c'est en fait, vous n'êtes pas tenu de payer immédiatement à réception quand vous êtes client, vous recevez des produits de votre fournisseur. Eh bien, si vous avez le droit de payer à 30 jours fin de mois, etc., eh bien, si vous payez de façon un peu anticipée, vous allez avoir un escompte, c'est-à-dire une baisse de prix. Voilà pour les réductions de prix. Ensuite, sur les prix promotionnels, on peut avoir aussi des modulations de prix promotionnels. Soit on vous fait vendre carrément à prix coûtant. Prix coûtant, c'est voilà, le coût de revient de votre produit, ce qui vous coûte, vous le vendez au prix qui vous coûte, puisque vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Soit vous faites des offres spéciales pour des nouveaux produits, soit vous faites des couponnages, des espèces de coupons, des promotions par le prix, des moins 20%, etc. Ça fait partie un peu de votre univers, donc vous connaissez tout ce qui est prix promotionnel. Vous pouvez aussi faire l'inverse, faire des majorations de prix parce que vous avez des prestations diverses, livraison, montage, etc. Comme je parlais dans l'autre vidéo, on peut tout à fait vous dire que le pantalon que vous achetez, on va vous faire payer l'ourlet, pas cher, mais on va vous le faire payer, on majore le prix avec des prestations supplémentaires. Donc voilà pour, dans le grand 1, la diversité des politiques de prix, le prix unique dans des politiques de prix non différenciées. Donc dans la diversité des politiques de prix, en grand 2, on va voir le prix forfaitaire, les packs, les offres groupées, on appelle ça le bundling. Alors, le package, c'est quand on va vous vendre un vol plus hôtel plus voiture. Alors là, vous avez ça, si vous commencez à chercher des vols pour faire des voyages, vous allez voir tout de suite, immédiatement, on va vous proposer l'hôtel et la voiture. On peut vous proposer un abonnement avec le téléphone. On vous vend le téléphone avec l'abonnement. On peut vous proposer le package, un menu complet chez McDo. Enfin, ça, c'est des choses un peu plus connues. Alors, pourquoi le package est intéressant? C'est une réalisation d'économie pour le client. C'est-à-dire que quand il va acheter le package, bien sûr, ça vaudra moins cher que s'il les avait achetés séparément, hein. Donc la réduction des coûts de production, de logistique, de facturation, de communication par rapport à des offres séparées, l'offre groupée est moins chère. Donc dans les politiques de prix différenciés, on va voir maintenant les tarifs multidimensionnels. Donc là, au contraire, avant on était sur des politiques de prix non différenciés, maintenant on va être sur des politiques de prix différenciés. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de tarifs multidimensionnels? Eh bien, on peut appliquer des différences de prix selon des critères personnels. On peut appliquer des différences de prix en fonction du temps, de l'année, hein. C'est plus cher à Noël ou c'est moins cher à Pâques. On peut différencier le prix en fonction de la région où vous achetez vos produits ou vos services, en fonction des produits, voire en fonction des canaux de distribution. Alors, on va faire des exemples. Si vous avez des tarifs multidimensionnels selon des critères personnels, c'est tout simplement, regardez dans l'assurance automobile, les prix vont varier en fonction de votre âge. Vous savez que si vous êtes un jeune conducteur, ça coûte bien plus cher que si vous êtes, ça fait des années que vous conduisez. Donc ça va dépendre aussi de l'historique du client, du type de véhicule, etc.
en fonction du temps. On pense aux happy hours, donc où tout est moins cher pendant un certain laps de temps. On va essayer de rediriger des demandes vers des heures creuses. On va faire des électricités avec des tarifs réduits la nuit, des tarifs saisonniers, etc., etc. La différenciation de prix au niveau des régions, on sait qu'une location de voiture elle est plus chère à l'aéroport qu'en centre-ville. Et les prix même peuvent varier d'un pays à l'autre. La différenciation de prix maintenant selon les produits, cette différenciation elle va s'effectuer selon les niveaux de performance, d'esthétique ou selon les marques. Le packaging, on l'a vu dans le chapitre précédent, ça peut être un élément fort de différenciation esthétique ou de performance. Donc là, il y a l'exemple de la marque Evian qui, selon le type de bouchon, ce n'est pas les mêmes prix, selon les types de bouteilles, la contenance, etc. évidemment. Ensuite, la différenciation de prix selon les canaux de distribution. Chaque canal va cibler des clients un peu différents. On aura des prix différents si on est en distribution spécialisée, genre Sephora, pour un même produit. Alors que dans les magasins généralistes, ce sera moins cher parce qu'on ne va pas cibler les mêmes clients. Voilà, donc des tarifs multidimensionnels qui prennent en compte plusieurs dimensions, les critères personnels, le temps, le lieu où sont vendus les produits, les canaux de distribution et puis les produits eux-mêmes. Alors, on a le cas particulier de la gestion des capacités, on appelle ça le yield management, ça c'est un mot que vous devez connaître, gestion des capacités. C'est une technique marketing de tarification flexible qui va calculer en temps réel des meilleurs prix pour maximiser les bénéfices en fonction du comportement client. Donc on sait qu'il y a à certaines périodes de l'année dans les hôtels, ça va être saturé, ou même dans les transports, à ces périodes-là, ça va être plus cher. Donc on va changer les prix pour maximiser les bénéfices et les profits en fonction du comportement des clients. Alors pour l'entreprise, l'intérêt c'est un meilleur équilibre entre taux d'occupation et chiffre d'affaires et une maximisation du profit. Pour le client qui va réserver tôt, il va avoir un tarif très avantageux. Les limites, c'est que si les clients n'acceptent pas de payer le prix fort, sur certaines périodes, ça pourrait être un taux d'occupation qui reste faible et on a un risque de détérioration de l'image de l'entreprise par des clients qui payent le prix fort. En revanche, le client qui réserve au dernier moment, lui, il paye le prix fort. Donc le yield management, la gestion des capacités. Alors, les différentes formes de gratuité, est-ce que la gratuité ça existe dans le commerce? On a ce qu'on appelle le freemium, qui est une version grand public gratuite couplée à une version payante, par exemple les antivirus. Le financement publicitaire, par exemple les journaux gratuits, quand vous avez les 20 minutes, le direct matin, etc., vous achetez gratuitement votre journal, mais il est financé par la publicité. Alors ça, aujourd'hui, c'est extrêmement répandu, cette forme de gratuité. Les subventions croisées, c'est lorsqu'il y a une offre gratuite d'un produit qui va permettre d'en acheter un autre. Voilà. À condition que je souscris un abonnement de 24 mois, j'ai mon téléphone qui est gratuit. Et puis le don, comme l'encyclopédie Wikipédia, donc en ce moment elle fait une campagne de levée de fonds extrêmement importante. C'est basé sur l'altruisme et le partage, mais vous voyez, si ce n'est pas financé par la publicité, au bout du compte, il faut quand même pouvoir gérer des frais. Et donc, là, en l'occurrence, il faudrait un petit peu donner à Wikipédia, vu que tout le monde l'utilise tous les jours. Sur leur site, il y a marqué que si vous donnez 2 €, tout le monde donne 2 €. Ils peuvent continuer à offrir un wiki, c'est-à-dire cette plateforme collaborative, cette encyclopédie mondiale, sur laquelle tout le monde aujourd'hui va... Voilà, alors maintenant la fixation du prix. Donc on a vu les politiques de prix, maintenant on voit comment on fixe un prix. Ça c'est encore plus important, vraiment à retenir, prenez bien tout ça en note. Alors on va selon l'offre du marché, donc on va fixer le prix selon l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais mettre un prix, si je suis dans une entreprise, en fonction de mon plan de marchéage. Quels sont mes produits, quel est ma cible de clientèle, par quel canal de distribution je distribue mes produits, et en fonction de ça, je vais déterminer un prix. Donc, le prix, il doit être cohérent avec le produit, avec la gamme des produits, avec la distribution et avec la communication. Alors, s'il doit être cohérent avec le produit, vous savez que le prix doit être fixé selon le cycle de vie d'un produit. Un produit, il y a une phase de lancement, voilà, il naît,
il grandit, il se stabilise et puis généralement il meurt. Donc en phase de lancement, le prix est généralement élevé, puisqu'il est généralement seul sur son marché. Il va toucher des clients adopteurs très précoces, puis au fur et à mesure du cycle de vie de produit, il va être concurrencé et le prix va baisser, notamment aussi grâce aux économies d'échelle, à savoir que plus ce produit va être présent sur le marché, plus il va être vendu et vous pourrez faire des économies, rentabiliser un peu les charges fixes de votre produit. La fixation du prix doit être en cohérence avec toute la gamme pour ne pas risquer de ce qu'on appelle des cannibalisations. C'est-à-dire que si vous avez des prix qui sont trop proches avec des produits qui sont finalement pas assez diversifiés, eh bien, il y a un risque qu'un produit ne se vende plus du tout au profit d'un autre qui va attirer tous les clients. Donc, on doit éviter ces phénomènes de cannibalisation par le produit d'une autre gamme. La fixation du prix doit être en cohérence aussi avec la distribution. Donc les différents canaux de distribution ciblent des groupes de clients différents, les grandes surfaces, les distributeurs sélectifs. Vous n'allez pas mettre le même prix si vous êtes dans un magasin Chanel, si vous êtes à Sephora, ça semble quand même un peu logique. Ensuite, la fixation du prix doit être en cohérence avec la politique de communication. Alors, tout va dépendre dans la mesure où le prix va devoir tenir compte des opérations de communication. Par exemple, s'il y a une opération promotionnelle, il va falloir baisser le prix. C'est normal puisqu'on l'annonce. Voilà, donc une cohérence avec les politiques de communication. Donc ça, on fixe le prix en fonction du plan de marchéage. Ensuite, toujours en fonction de l'offre, on va fixer en fonction des coûts. Alors, on ne peut pas vendre à n'importe quel prix. Il y a ce qu'on appelle le prix plancher, la méthode du cost plus et la méthode du coût cible. Alors le prix plancher, c'est facile. L'entreprise, elle fixe son prix de vente à partir de tous ses coûts. Voilà. Ce produit, tous les coûts pour arriver à ce produit, c'est tant, eh bien, je ne peux pas vendre en dessous de ce coût-là, qui est le coût du prix plancher. La méthode du cost plus, c'est lorsqu'on va rajouter au coût de revient, au coût dont revient le produit, la marge que je veux pour obtenir le prix de vente hors taxe. Et puis, la méthode du coût cible, c'est on va se fixer dès le départ des limites de coût à partir duquel on va fixer un prix de vente. Alors, on va dire, moi, je ne veux pas dépasser cette limite de coût, donc je vais fixer mon prix de vente à partir de cette limite de coût. Donc, on va regarder de très près les coûts de mes produits pour pouvoir fixer des prix de vente, bien sûr, au-dessus des coûts de revient, soit au prix plancher, soit en rajoutant une marge, la marge que nous souhaitons, ou en se fixant dès le départ des limites de coût à partir duquel on va fixer un prix de vente. Alors, le prix selon l'offre du marché, il y a aussi la concurrence. Alors, la concurrence, il faut quand même que je regarde aussi à quel prix elle vend des produits similaires aux miens. Donc, on va faire une veille mercatique, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, et puis on va avoir trois possibilités. Soit on va aligner nos prix sur les concurrents, soit au contraire, on va les baisser. Alors, on appelle ça une guerre des prix. Soit on va pratiquer un prix plus élevé pour donner un message au consommateur sur la valeur de l'offre. Et là, on est en train de créer de la valeur perçue. Donc derrière, bien sûr, il faut qu'au niveau qualité-image, on soit au top. Donc trois possibilités quand on regarde la concurrence pour fixer les prix. Alors maintenant qu'on a vu la fixation du prix en fonction de l'offre, on va voir la fixation du prix en fonction de la demande. Alors, le prix, il est très sensible, le client il est sensible aux variations de prix. On appelle ça l'élasticité prix. L'élasticité prix, c'est la sensibilité au prix du consommateur. Si le prix varie, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'achetez finalement ou pas ce produit? Alors on voit, donc c'est un calcul qu'on fait en cours, là, en gestion, comment on calcule l'élasticité, c'est-à-dire la variation du prix par rapport à la variation des quantités, on regarde ce qui se passe. Si le chiffre qu'on trouve, l'élasticité, elle est négative, c'est que c'est une sensibilité forte. Sensibilité forte, ça veut dire que si on augmente le prix, la demande, elle va baisser fortement. Ou à l'inverse, si on baisse donc si on augmente le prix, la demande baisse. Si on baisse le prix, la demande augmente. Une sensibilité forte, dès qu'on fait bouger le prix, ça fait bouger les quantités. Donc ça, c'est une élasticité qui est négative. Si elle est égale à 0, il n'y a pas de sensibilité au prix pour le produit dont on parle. Donc retenez l'élasticité qui est négative, une sensibilité forte. Si on regarde encore la fixation du prix selon la demande, on a en fonction de la valeur perçue et du prix cible. Alors,
Le target pricing, c'est quand on fixe le prix en fonction de la valeur perçue par le client. Comment le client perçoit mon produit? S'il a une valeur perçue élevée et que mon prix, le prix que je mets, il est faible, bah, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est l'idéal, c'est là où toutes les entreprises veulent être. Une valeur perçue élevée et puis un prix faible. Une valeur perçue élevée avec un prix moyen, on va dire, le client va dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis, si la valeur perçue est élevée et puis j'ai aussi un prix élevé, eh bien, ça veut dire que je suis sur un positionnement haut de gamme. Si la valeur perçue est moyenne, vous voyez, eh bien, mon positionnement est moyenne gamme si j'ai un prix moyen. Si j'ai un prix élevé, par contre, bah, un prix élevé alors que je trouve que ce n'est pas un produit super, bah, je dirais que le rapport il est plutôt mauvais, hein, le rapport qualité-prix est plutôt mauvais. Et puis si j'ai une valeur perçue qui est faible et que le prix est faible, bah, c'est logique, c'est cohérent, je suis en entrée de gamme, positionnement entrée de gamme. En revanche, si j'ai un prix moyen ou élevé alors que la valeur est faible, ben, je dirais que j'ai un mauvais rapport qualité-prix. Vous voyez, toutes les entreprises qu'elles souhaitent arriver, c'est une valeur perçue élevée avec un prix faible. Donc lorsqu'une entreprise augmente ses prix après la conquête de parts de marché, on appelle ça l'upselling. C'est-à-dire qu'au démarrage, il rentre en positionnement d'entrée de gamme, le rapport qualité-prix est excellent mais le prix est faible, et puis au fur et à mesure qu'il a conquiert des parts de marché, eh bien, il va augmenter ses prix, on appelle ça l'upselling. Un constructeur automobile sait, alors là on parle du prix cible maintenant. Donc le prix cible, c'est lorsque un constructeur automobile sait que son prix cible est de 9 600 €, c'est-à-dire 8 000 € hors taxe. C'est-à-dire que pas, par rapport à sa clientèle, c'est le prix qui doit se fixer. Donc si sa marge est de 2 000 €, alors le coût de revient cible, c'est de 6 000 €. Donc lui, ce qu'il va se dire, c'est que s'il veut rester dans la fourchette du prix cible, qui est le prix auquel il sait qu'il va vendre son véhicule pour son client, et qui veut une marge de 2 000 €, bah, il ne faut pas qu'il produise un véhicule qui va lui coûter plus cher que 6 000 €. Ce sera son coût de production plus son coût de distribution. Donc voilà pour ce gros chapitre sur la question 4, le produit a-t-il un prix? Et vous trouverez le lien dans YouTube, là, le lien pour faire le petit quiz en ligne sur un Google Form.